Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous porter panel spécial ça. Panel, je dis, côté nous pral parler surtout de liberté de la presse dans occasion 3 mai que tout le monde connaît qui c'est journée mondiale de la liberté de la presse en Haïti et dans pile l'autre pays dans le monde là, situation journaliste, situation média yo paraît très critique côté que gagner en pile journaliste surtout qui victime dans exercice fonction yo. Dans panel ça, nous porter une émission pour vous côté que nous gagnons ensemble avec nous pour nous réaliser panel ça. Nous gagnons Madame Anan Talbi. Madame Anan Talbi qui lui-même est représentante au commissariat des Nations Unies et aux droits de l'homme. Elle est aussi directrice de la division des droits de l'homme de Bini en Haïti. Nous avons aussi avec nous Monsieur Jacques Marc, journaliste haïtien, détenteur d'un master en journalisme et chargé d'information internationale pour l'association des journalistes haïtiens AJH. Il est aussi présentateur de radio. Nous avons avec nous pour la réalisation de ce panel Moline Mackinson. Juste avant de commencer, bonjour Moline. Bonjour Jocelyn, et comme je viens de dire, je suis très impliqué pour être avec vous pour cet après-midi. Déjà, bienvenue Madame Anan Talbi ainsi que Jacques Mag, c'est un plaisir. Voilà, Moline, on est prêt et on va commencer justement avec Monsieur Jacques Mag. Monsieur Jacques Mag, quelle analyse faites-vous surtout en tant que membre de l'AJH sur la situation du respect de la liberté de la presse en Haïti à l'occasion du 3 mai 2020? Alors bonsoir, merci pour l'invitation. Pour ce 3 mai, on doit prendre en compte la situation de la presse haïtienne compte tenu du fait que nous avons perdu 21 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Ce classement est récemment publié par Reporters sans frontières. Donc il faut dire que c'est une situation qui révolte un peu, mais elle traduit ce que nous avons comme réalité. Si l'on prend en compte le non-respect des droits des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, c'est déjà un grand malaise entre le journaliste qui fait un travail professionnel et aussi ce sont les autorités étatiques, les membres ou responsables d'organisations non gouvernementales. Il faut dire qu'il y a un grand problème d'accès à l'information et aussi avec les stations de radio et les médias en ligne qui pilulent un peu dans le milieu média de qualité. Ça donne ce que nous avons comme réalité pour beaucoup de médias. Et très bien, monsieur Jackie. Donc, la question maintenant à madame Talbi. Madame Anan, quelle analyse faites-vous, surtout en tant que membre de BINI, sur la situation du respect de la liberté de la presse en Haïti? Merci beaucoup pour l'invitation et bonne fête de la presse. Effectivement, c'est vrai qu'Haïti est classé 83e sur 180 pays, comme vient de le dire M. Marc, c'est 21 places de moins que le classement de 2019. C'est quand même un signal assez alarmant qui est lancé. Il y a 3 éléments spécifiques qui est visé par Reporters sans frontières dans leur rapport. C'est le manque de ressources des journalistes haïtiens, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, l'absence de soutien de la part des institutions, et puis un accès qui est difficile à l'information. La liberté de la presse, c'est comme tous les autres droits de l'homme, parce que c'est un droit de l'homme et c'est important de le rappeler, est garanti par la Constitution haïtienne. Elle est garantie également par les instruments régionaux et internationaux que Haïti a ratifiés. L'analyse, c'est vrai que durant les récents événements et puis il y a quelques mois de cela, particulièrement durant le pays-là, nous avons observé que les journalistes haïtiens, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été pris pour cible, ils ont été visés par des violences parce que journalistes et parce qu'ils faisaient leur travail d'information. Les Nations Unies avaient déjà donné un peu l'alerte par rapport à ça, et pas seulement les Nations Unies, mais aussi d'autres mécanismes régionaux sur la situation spécifique des journalistes. Et en novembre, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme avait inclus les journalistes dans les catégories de victimes, dans les catégories de vulnérables durant le pays-là, qui avait appelé à une résolution pacifique de la crise. Pendant les manifestations, notre bureau, notre travail c'est aussi monitorer et rapporter sur les violations des droits de l'homme qui sont commises. Pendant les manifestations du pays-là, on a documenté au moins 11 cas de violation des droits de l'homme contre des journalistes. Des stations de télévision, vous vous en souvenez, ont été incendiées et endommagées à l'époque. Et on reste très attentif et inquiet
également pendant la période qui est celle du corona, des mesures qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence, et particulièrement ceux qui vont ou qui entravent déjà le droit de journalisme. Voilà, merci Madame Talbi. Monsieur Mort, le journalisme sans crainte ni complaisance, c'est le thème retenu pour cette année. Considérant la position d'Haïti dans le dernier rapport du RSF, vous venez le citer, ce thème est-il possible en Haïti aujourd'hui? Il faut toujours être positif. Cependant, il faut reconnaître que dans le cas d'Haïti, notre vulnérabilité ne nous permet pas de garder cette ligne droite. Sans complaisance, c'est un bien grand mot par rapport à notre métier qui devait être fait en toute objectivité. Mais si on parcourt la bande FM, par exemple, on peut facilement voir combien de stations privées qui se comportent comme étant des médias d'État. On a comme l'impression que les journalistes travaillent pour les institutions publiques. Or, en réalité, c'est la responsabilité des médias d'État de faire la promotion de la politique gouvernementale ou de la politique étatique. Maintenant, quand vous écoutez une station privée avec un animateur qui a 2 heures d'antenne, et pendant ces 120 minutes, il fait la promotion des actions gouvernementales, il est à se demander, est-ce que le journaliste est conscient qu'il est en train de faire un travail très complaisant? Parce que quand on fait un travail objectif, l'intérêt, les retombées, c'est pour la société. Maintenant, notre vulnérabilité, c'est que certains journalistes s'adonnent à du marchandage. C'est quand même pas croyable d'avoir sur un média privé un journaliste qui peut se convertir en porte-parole du gouvernement. Moi, j'ai eu beaucoup de peine à écouter un présentateur qui fait la promotion du razzia de Village de Dieu parce qu'il croit nécessaire l'État haïtien doit non seulement donner 72 heures aux paisibles citoyens de laisser le village, mais lui, il est en train d'encourager l'État d'aller raser cet espace. Pour moi, c'est plus que complaisant et on ne peut pas faire ça à un pays. Bon, évidemment, certains journalistes peuvent choisir n'importe quelle voie pour gagner de l'argent ou pour bénéficier de quelconque acquaintance avec le politique. Mais il faut voir la société, il faut voir le pays, ne pas se substituer en média d'État tout en étant un média privé. Donc je crois que le thème aurait plus de sens si nous n'avions pas eu ce que nous avons aujourd'hui comme réalité. Vous vous imaginez qu'au sein même de la corporation, on ne peut pas avoir cette unité, cette solidarité entre journalistes parce que les intérêts sont divergents. Bon, bien évidemment, on ne peut pas prêcher la pensée unique dans un milieu médiatique aussi divers que nous avons en Haïti. Cependant, l'intérêt collectif, l'intérêt commun, l'Haïti pays devait être au centre des discussions. Notre intérêt devait porter sur ce qui peut être fait pour qu'Haïti soit mieux, pour que la vie soit meilleure sur la terre de Dessaline. Voilà, Oline. Maintenant, la question à Madame Anon. Si je considère le terme pour cette année, le journalisme sans crainte, compétence est le terme retenu pour cette année. Ce terme est-il possible, Madame Anon, en Haïti? Bon, c'est vers ça qu'on doit tendre, un journalisme qui ne craint pas et un journalisme qui dénonce, qui n'est pas complaisant. Mais pour ça, le journaliste doit être en mesure d'exercer son métier en toute liberté. Et la liberté, ça vient avec des obligations, évidemment, qui sont le professionnalisme et le sens de l'éthique. On peut considérer crainte et complaisance dans une dualité par rapport à l'État qui est au final détenteur de l'obligation. Et le journaliste, l'État est détenteur de l'obligation, et le journaliste est le détenteur du droit. La responsabilité de créer un environnement protecteur appartient à l'État. Un environnement protecteur afin de permettre aux journalistes de travailler sans crainte. C'est l'État qui est dépositaire de l'exercice de ce droit. Et c'est à l'État que revient le devoir de garantir que le journaliste ne fait pas l'objet de limitations, quelles que soient ces limitations, dans l'exercice de sa profession. Et sans crainte et sans complaisance, et c'est aussi un journaliste qui informe la population, qui informe les Haïtiens et les Haïtiennes
et qui n'exacerbe pas des polarisations au sein, ou qui ne pointe pas des doigts une population spécifique. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, évidemment, sans crainte. Ça veut dire que quelle que soit l'opinion qu'on va donner, pouvoir l'exprimer de manière librement. Et malheureusement, en ce compris en Haïti, les journalistes payent de lourds tributs, parfois même de leur vie, pour exercer leur métier. Et sans complaisance, ça veut dire qu'on dénonce la manière dont les choses se passent et qu'on peut le faire de manière libre. Monsieur Marc, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous venez de le dire, et certains médias de la capitale ou certains journalistes même se comportent de journalistes du gouvernement, si vous voulez. Mais au niveau de l'AJH, quelle est la contribution de l'AJH et probablement de vous particulièrement en Haïti dans la question de la liberté de la presse? Aujourd'hui, quelle est la situation? Que faites-vous vraiment au sein de l'AJH? En fait, au niveau de l'association des journalistes haïtiens, il y a eu pas mal de propositions, comme par exemple, nous avons proposé un code d'éthique qui a été voté en partenariat avec SOS Journalistes, AMI et ANMH. Mais c'est pas suffisant. Naturellement, on a eu quelques éléments de proposition dans le cadre de loi sur la liberté de la presse et l'accès à l'information. Comme vous le savez, la réalité politique haïtienne avec des parlementaires très paresseux, donc c'est des documents qui n'ont pas eu le temps d'être votés au niveau du Parlement. Nous encore, nous sommes en train de sensibiliser les journalistes par rapport au travail bien fait. Donc la liberté d'expression, c'est aussi le sens du devoir. Vous voyez, c'est la responsabilité du journaliste. Donc il ne faut pas voir la liberté comme une sorte de libertinage. Nous sommes en train de voir avec les confrères qui sont membres de l'association et d'autres qui sont sensibles à la réalité de l'association de pouvoir travailler en toute liberté, mais surtout dans le respect des normes, dans le respect des principes et surtout avec un zeste de professionnalisme très poussé qui peut permettre aux autres d'accepter votre travail. Et quand vous avez une position, évidemment sur l'aspect très vous donnez votre opinion, c'est une opinion qui est crédible. Donc ainsi, on peut travailler en toute liberté et je crois que... Monsieur Marc, mais la JH milite depuis de nombreuses années en Haïti. Maintenant, est-ce qu'on est satisfait, quoi? Non, même pas vraiment. C'est une bataille de longue haleine. On ne peut pas être satisfait qu'à chaque fois, le personnel médiatique se renouvelle parce que de plus en plus on a plus de médias avec de nouvelles réalités. Par exemple, aujourd'hui on a les agences en ligne, on a les médias en ligne. C'est de nouvelles structures médiatiques pour lesquelles il n'y a pas encore de texte de loi. Donc c'est une bataille de longue haleine. On est en train de voir comment on peut rapatrier certains acquis de la démocratie. Parce que cette liberté qu'il y a au niveau de pays comme les États-Unis, par exemple, avec le journalisme citoyen, il est difficile de le développer en Haïti. Parce que le fait d'avoir un smartphone ne fait pas de vous un journaliste. Et c'est un problème auquel nous faisons face aujourd'hui en Haïti. Surtout les réseaux sociaux, n'importe qui peut informer. Et poster une information sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que vous êtes automatiquement un journaliste. Donc, cette notion de liberté, on est en train de voir de quelle mesure on peut la circonscrire dans une dimension professionnelle éthique qui peut garantir effectivement la liberté pour tous les travailleurs de la presse. Monsieur Marc, juste avant, Monsieur Moline va voir avec vous, surtout il y a certains journalistes qui sont victimes en Haïti. Mais on va justement poser cette même question à Madame Talbi. Madame Talbi, dites-nous, et on sait que les Nations Unies ou encore le BINU travaillent de concert avec l'UNESCO. Mais quelle est la contribution vraiment du BINU en Haïti dans la question de la liberté de la presse? Oui, merci pour la question. Effectivement, il y a pas uniquement le BINU, mais c'est tout le système des Nations Unies, on peut compris les agences, les fonds, les programmes qui essaient d'apporter leur pierre à l'édifice concernant les journalistes en général, mais aussi les journalistes ici en Haïti. Donc on travaille en Haïti, on travaille à partir des quartiers généraux, concrètement, pour essayer d'appuyer les institutions nationales, les organisations civiles, les journalistes, afin de protéger et promouvoir les droits de l'homme. Et je l'ai dit, la liberté de la presse est
est un droit de l'homme. Concernant particulièrement le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, la question de la redevabilité, donc la question de la justice et la question de la réparation pour les victimes de violations et abus des droits de l'homme reste une priorité. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a le travail de monitoring, donc je vous l'ai dit, on observe, on rapporte, on documente les violations qui sont commises contre la population, mais aussi spécifiquement contre les journalistes. Et ce travail de monitoring, c'est un travail qui nous permet de constater la manière dont les choses se sont passées et qui nous permet d'engager un dialogue avec les détenteurs de l'obligation, qui est l'État de préconiser un changement positif. Donc, particulièrement dans le cadre de la crise Covid, il y a plusieurs experts des Nations Unies qui se sont exprimés pour exhorter les États à ne pas adopter des mesures de protection excessives en réponse à la pandémie du coronavirus et ont appelé les pouvoirs à prendre les mesures d'urgence de manière proportionnée, de manière nécessaire et de manière non discriminatoire. Et c'est un message qui a été fait par plusieurs experts et qui fait écho à des appels qui ont été lancés par la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a insisté et a interpellé les États pour que la question des droits de l'homme soit au cœur des décisions qui sont prises en réponse à la pandémie. Et en aucun cas, les mesures, la déclaration de l'état d'urgence ne peut servir à réduire au silence le travail des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme. Donc on continue à dénoncer et on continue aussi à promouvoir le droit des journalistes en travaillant étroitement avec les dépositaires de ce droit, mais aussi avec leurs titulaires, avec les journalistes. J'avais cité UNESCO et c'est vrai qu'ils font un travail assez important et formidable ici. On travaille beaucoup avec les journalistes sur les questions de droits de l'homme, qu'est-ce qu'un droit de l'homme, quels sont leurs droits, comment est-ce qu'on peut rapporter et travailler là-dessus. Puis on travaille aussi avec l'inspectorat général de la PNH, quand il y a des accusations qui ont été formulées contre des agents de la PNH. C'est l'inspecteur général qui est en charge des enquêtes administratives et on les appuie techniquement pour renforcer leur capacité d'enquête pour que les victimes des droits de l'homme, les journalistes qui ont été victimes d'abus ou de violations des droits de l'homme puissent bénéficier de la justice et être réparés. Monsieur Jacques, considérant la situation du pays, la réalité d'Haïti, certains journalistes sont dans l'exercice de leur métier et ces actes restent. Comment voyez-vous cela? Et n'avez-vous pas peur, vous aussi? L'impunité, c'est quelque chose qui inquiète, qui fait peur, mais face à cette réalité, on ne peut pas décider qu'il n'a pas donné son métier. Parce qu'on est conscient que c'est un métier à risque, mais c'est un besoin. L'information est devenue une sorte de denrée indispensable à la vie humaine. Donc on ne peut pas, sur la base d'avoir peur d'être tué ou d'être bastonné par des policiers qui disent qu'ils ne savent pas lire, pour une simple contravention ne peut pas constituer un obstacle à notre travail en tant que journaliste. Avoir peur, c'est pas dans notre vocabulaire et on croit que malgré les difficultés, les problèmes, il faut toujours continuer à faire son travail. Évidemment, nous avons l'exemple emblématique, celui de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique le 3 avril 2000. Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice pour Jean-Dominique. La corporation en ce moment pleure la disparition de Vladimir Le Gagneur qui a été aggravé pour faire un reportage qui n'est pas encore revenu. Il y a pas mal de confrères journalistes qui sont morts ou qui ont été bastonnés. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'au niveau de l'association des journalistes haïtiens, pendant un certain temps, on a dû accompagner des confrères et des collègues qui ont été victimes de brutalité policière et les dossiers au niveau de conditionnel. Évidemment, les régions métropolitaines, il est quand même difficile d'accompagner un journaliste si toutefois le patron du média dans lequel il travaille ne peut pas donner suite à un problème d'agression dont son employeur a été victime. Donc, par devoir, et l'association des journalistes haïtiens accompagne toujours ses membres dans le cas où ce dernier croit qu'il est important de
porter plainte et de faire un suivi quand cette personne est victime. Mais dans le cas contraire, et là, en fait, de manière classique, on fait toujours une note de cette partie pour condamner les actes d'agression et dont certains journalistes sont victimes. Mais pour nos membres, ceux qui sont affiliés à l'association, il y a toujours des accompagnements avec un avocat ou un cabinet quand c'est nécessaire. Nous avons toujours cette attitude d'accompagner nos membres quand ils sont victimes de brutalité policière ou quand ils ont des soucis avec des patrons négatifs, de résilier des contrats et sans vouloir dédommager les journalistes. Donc on est très vigilant sur ça, mais l'impunité ne nous fait pas peur. Alors, Monsieur Marc, vous parlez effectivement des journalistes et vous citez quelques noms, et on peut en citer Néhémie Joseph ou Speed Pétion et tant d'autres journalistes qui sont victimes et qui, ces actes restent impunis. Quoi, Madame Talbi, vous êtes aussi au courant de ces actes. Et maintenant, puisque le BINU travaille en Haïti sur la question, la défense des droits de la personne humaine, et vous, en tant que directrice de la division des droits de l'homme du BINU, dites-nous, est-ce que vraiment le BINU compte accompagner ces journalistes afin de trouver justice? Comme je vous l'ai dit, on travaille avec les journalistes, mais on travaille aussi avec les autorités pour qu'il y ait des enquêtes. Donc c'est important que on travaille sur la question de la dénonciation, mais promouvoir les droits de l'homme. Il y a véritablement deux volets au travail qu'on fait. Il y a la question de la protection des droits de l'homme et puis le travail de la promotion des droits de l'homme. La promotion des droits de l'homme, ça passe aussi par un travail d'accompagnement. Et comme je vous le disais, on se base sur les informations qu'on collecte, on se base sur notre documentation pour pouvoir engager les autorités. En leur disant, voilà les informations qu'on a à notre disposition, voilà ce qui s'est passé, et puis après à la justice de faire leur travail. Les Nations Unies sont évidemment pas là pour dire qui est coupable ou qui est pas coupable, mais pour accompagner et faire en sorte que les victimes, que ce soit journalistes, défenseurs des droits de l'homme ou autres, que les victimes puissent avoir accès à la justice. Voilà. Moline? Bien, donc nous sommes vraiment à la fin de l'émission parce que l'heure nous fait des dépôts, mais avant même, il y a une question vraiment importante. Quel message doit-on lancer à ceux de tous les secteurs qui menacent la liberté de la presse, spécialement des journalistes? On doit les dire halte là, parce que l'impunité ne vivra pas éternellement. Un jour viendra, on devra rétablir l'autorité de l'État. Et dans un État de droit, les détracteurs, les gens qui s'attaquent à la liberté de la presse, les journalistes vont devoir payer de leur forfait. On les dit d'arrêter parce que la situation devra changer tôt ou tard. La liberté de la presse est un acquis démocratique. On ne peut pas le saper. Donc pour cela, dans ce jour plus spécial, nous demandons aux prédateurs de la presse de choisir un autre métier. Madame Talbi, la même question. Quel message doit-on lancer à ceux de tous les secteurs qui menacent la liberté de la presse et des journalistes en particulier? Le message, c'est de dire que les journalistes, c'est un chaînon essentiel d'une société démocratique. Un journaliste, ça remplit une fonction qui est cruciale et qui est encore plus cruciale aujourd'hui en période d'urgence de santé publique. Parce que un journaliste, ça informe le public, ça informe avec des informations qui sont critiques. Donc il y a un rôle qui est essentiel et que je suis certaine les journalistes sont prêts à jouer. Particulièrement aujourd'hui quand il y a, comme le disait Monsieur Marc, tellement de fausses informations, de fake news sur les Internet, des choses comme ça. Les journalistes, ils ont un rôle à jouer sur les questions d'information par rapport aux problèmes de santé, sur les questions de stigmatisation, de discrimination, d'absence à l'accès aux soins de santé que les malades Covid-19 auraient à faire face. Et donc, c'est une fonction qui est cruciale. On ne peut pas se passer d'eux, on ne veut pas se passer d'eux, mais que pour que cette presse fasse son travail, il faut qu'elle soit libre et puis il faut surtout qu'elle soit soutenue. Voilà, Moline, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Justement avant de partir, et merci d'avoir répondu à l'appel, Monsieur Marc, quel est le dernier mot, un message à lancer, c'est quoi? Bon, le
le dernier mot, c'est que de pareilles initiatives doivent continuer. Je trouve que c'est un exercice intéressant et important pour la démocratie. J'ai été très heureux de partager le panel avec la représentante du Bénin. Merci et merci encore. Voilà, Madame Talbi, à vous aussi le dernier mot. Je vous remercie de l'opportunité, c'est important, la liberté de la presse et aussi continuer à travailler et à communiquer. Et puis derrière ça, il y a un droit qui est important pour les Haïtiens et les Haïtiennes, c'est le droit à l'information. Et c'est un droit qui est important à tout moment. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Anan Talbi, Monsieur Jackie Marc. Je rappelle, Madame Talbi, elle est la directrice du Bureau des droits de l'homme au sein du BINU, et Monsieur Jackie Marc, lui, il est détenteur d'un master en journalisme. Il est aussi détenteur d'une licence en communication sociale et journaliste présentateur de médias en Haïti. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine.